Donc oui, maintenant il est l'heure de lire un article, encore un article de Mediapart, mais là c'est un entretien directement avec Olivier Faure. On aime bien regarder les interviews politiques, les matinales, France Inter, France Info, RTL, etc., etc. Mais parfois il y a aussi des entretiens papier, qui parfois sont l'occasion d'aller un petit peu plus en profondeur. Là en tout cas, vu que c'est Mediapart, je pense que les questions seront assez pertinentes, peut-être plus que si c'est Benjamin Duhamel. On l'espère. Donc on va lire cette interview d'Olivier Faure pour Mediapart qui tente maladroitement, enfin je pense maladroitement, de s'expliquer par rapport à sa décision complètement débile de ne pas censurer le gouvernement et vouloir commencer à chercher du compromis sur un texte budgétaire macroniste qui pour l'instant est une cure d'austérité sans précédent. Donc voilà, là le PS sont un peu dans la panade par rapport à leurs partenaires de gauche, etc., etc. Là, beaucoup de gens perçoivent ça à juste titre comme une trahison parce qu'on se dit, mais non, mais là, par rapport au programme qu'ils sont censés défendre, je veux dire, il y a un truc dans l'approche qui fait qu'on peut plus bosser avec ces gens-là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais donc, c'est intéressant aussi de voir de comment le PS se défend de tous ces trucs-là, probablement maladroitement. Donc, on va lire cet entretien pour Mediapart pour essayer de voir un petit peu ce qu'Olivier Faure dit et ce qu'à travers Olivier Faure, le PS dit. Sachant qu'il y a aussi cette possibilité que le PS, dans 2 semaines, dise « Ah bah non, on censure. Hein. Ah, ils sont bien foutus de notre gueule, on censure. Hein. » Et si c'est le cas, les cartes qui ont déjà été rebattues vont peut-être être rebattues encore un peu en arrière. Je sais pas. Ça commence à saouler ce truc-là. Ça tourne en rond depuis 1 an et demi. Mais en tout cas, on va lire cet article, voir ce qu'a à dire Olivier Faure. Je pense que ça sera intéressant. Voilà. Le PS des traîtres. Oh, qui est surpris. Oui, il n'y a rien de très surprenant là-dedans. Mais on va continuer à analyser un petit peu tout ça. Trop tard, les cartes ont été jouées. Moi, je suis assez d'accord. Je pense que là, il y a une rupture qui a été actée par le PS avec cette non-censure. Une rupture entre le PS et le reste de la gauche, qui les met beaucoup plus dans un espèce de bloc, on va dire, de centriste, un peu hollandiste, glucksmannien, place publique, etc. Et ça les sort de fait un peu du bloc de la gauche, du bloc de rupture, on va dire, du LFP, quoi. Moi, c'est vraiment ma théorie là-dessus. Et je pense que c'est d'ailleurs un petit peu pour préparer la suite, l'après-Macron, qui se disent on met un coup de barre au centre, parce que c'est dans cet espace politique-là, qu'on va pouvoir survivre plus facilement que dans un espèce de NFP large avec LFI, quoi. Donc on verra ce que Olivier Faure en dit, on va essayer de décrypter un peu ses réponses, peut-être qu'on va un peu se foutre de sa gueule aussi, hein. Voilà, on va pas se mentir. En tout cas, c'est parti pour ce petit entretien. Je suis désolé si je vous renifle dans les oreilles et si je tousse, je suis toujours un petit peu malade, mais ça devrait le faire. Ils sont allés trop loin maintenant, ils vont tenir à leur siège comme des tiques. Bah, je suis un petit peu d'accord, hein, mais je veux dire, avec quelle stratégie en cas de dissolution, etc., etc. Je veux dire, faire semblant d'être plus de gauche qu'ils le sont réellement, être en mode genre non, on fait le NFP avec LFI, on est unioniste, let's go, à tout jamais. Ça pourrait être aussi une stratégie cynique, uniquement pour conserver leur siège. Et ça l'a été un petit peu en 2022 et en 2024. Donc là, semble-t-il qu'ils ont peut-être changé un peu de stratégie, changé de positionnement politique. En tout cas, c'est vraiment l'impression qu'on a suite à ces non-censures qui, contrairement à la dernière fois, sauvent littéralement Sébastien Lecornu. Quand ils n'avaient pas censuré, mais que c'était Bayrou, le RN ne censurait pas non plus. Donc ils pouvaient dire oui, mais c'était pour arracher un conclave sur les retraites. S'il est non concluant, on censurera de toute manière. Dans tous les cas, le budget serait passé parce que le RN ne le vote pas, ne vote pas la censure. Nous, en ne votant pas la censure, on peut espérer arracher des victoires. Bon, c'était peine perdue. Ils se sont fait littéralement mener en bateau par Bayrou. On le sait très bien. Ils auraient dû censurer dès le début. On le sait très bien. Mais je veux dire, ils avaient cette justification-là, quand même, jusque-là, de dire c'est pas nous qui avons sauvé Bayrou. C'est plus le RN qui a sauvé Bayrou. Mais là, c'est littéralement le PS qui a évité la censure et personne d'autre. Donc il y a un truc de très différent. C'était déjà la trahison sous Bayrou. On va dire en trahison maître, on était à 75% quand ils n'ont pas censuré Bayrou, mais là, on est à 95% minimum, quoi. Donc à voir comment ça va se passer et à voir ce que dit justement Olivier Faure par rapport à ça. J'ai pas reçu 5 abos? Y a pas eu l'alerte pour tes abos, Mawak? Ah merde. Je dois faire des abonnements pour récompenser cette action désintéressée. Ben non, je les ai pas vus. Peut-être qu'ils sont dans la barre. On a combien? 808? Non, ça n'a pas augmenté. Il y a peut-être eu un bug. Ça a payé? Carte refusée? Ouais, bon, bah je sais pas. Merci quand même. Merci beaucoup, Mawak. Merci beaucoup. Bon, allez, on commence. Je ne veux ni le chaos, ni la confusion, nous dit Olivier Faure. Bah tu auras les deux! Gros nul. Procès en trahison du reste de la gauche. Difficile chemin de la suspension de la réforme des retraites. Pardon. Risque de renforcer l'extrême droite. Quelques jours après le choix de la non-censure, le premier secrétaire du Parti Socialiste s'explique sur le pari. C'est entre guillemets, hein, c'est le mot qu'a utilisé eux-mêmes le Parti Socialiste. Le premier secrétaire du PS s'explique sur le pari de son mouvement. Bah écoute, je sais pas, ça me dit que ça a été offert, et en même temps, non. Mais j'avoue, je sais pas. Je ne pourrais pas t'aider. Il y a des bugs partout, AWS et Don, c'est peut-être ça. Ah ouais? Bon. On verra. Essaye de... Ah bah voilà, c'est bon. Je ne sais pas ce que Merci c'est pour que les 5 super subs offerts, profit. Mawak. T'as refresh la page? J'allais te dire, essaye de refresh la page. Mais c'est bon. Merci beaucoup pour les 5 subs offerts, merci beaucoup. C'est bon, ils sont arrivés.
Allez, c'est parti. Dans son bureau de Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne, où il nous reçoit vendredi 17 octobre, Olivier Faure revient longuement sur le choix de la non-censure. Une décision qu'il n'a pas prise seul et sur laquelle il s'est beaucoup interrogé, dit-il. Mais qu'il assume. Le choix de la facilité, c'est la posture, assure le premier secrétaire du PS. Celui de la responsabilité est souvent le plus compliqué. Non, parce que si tu veux être responsable par rapport à Macron qui se comporte comme un petit dictateur, tu censures tout gouvernement et tu votes la motion de destitution, quoi. Je veux dire, quand on a un Macron en face, avec une telle dérive autoritaire en France et un tel non-respect de nos institutions et de la démocratie, le choix de la responsabilité, c'était le choix de la censure, en fait. Parce que là, au bout d'un moment, c'est aussi quelle ligne politique, là t'as une ligne politique. Est-ce que t'es là en train de faire de la politique en te disant on ne peut pas accepter ça, du coup on censure, avec une vraie vision politique, ou est-ce que t'as une vision purement gestionnaire de l'État, quoi? Au lieu de dire responsabilité ou pas responsabilité, on pourrait très bien lui répondre, et moi c'est ce que je lui réponds, que la responsabilité face à un Macron comme ça en pleine dérive autoritaire, ça aurait été la censure. Et donc il a fait preuve d'irresponsabilité en se posant comme l'assurance vie d'un gouvernement illégitime. Voilà, tout simplement. Moi, si j'avais en face, c'est ce que je lui dirais. Depuis que le groupe socialiste à l'Assemblée nationale a décidé de ne pas censurer le gouvernement Lecornu, lui octroyant un sursis en échange d'une hypothétique suspension de la réforme des retraites, qui est vraiment hypothétique, et je pense qu'ils vont lui poser la question justement, Olivier Faure est vivement interpellé par des militants et des militantes et des cadres de son parti désarçonnés, mais aussi par des partenaires de gauche souvent sidérés par le choix qui a été fait. Donc évidemment la France Insoumise qui chie sur le PS plus que jamais a raison, mais même pas que la France Insoumise. Voilà, même chez les écolos et le groupe communiste, il y en a plein qui sont en mode cette décision, il n'y a rien qui va, quoi. Donc ils s'isolent du reste de la gauche pour le coup, le PS, quand ils font ça. Et ça, est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle d'un point de vue d'un électeur de gauche? Non. Non, pas forcément. Au moins, ça peut être un moment de clarification, et c'est peut-être pas plus mal, quoi. Voilà. Le PS, qui était parvenu à s'ancrer à gauche depuis 2022, est-il en train de s'égarer sur le chemin du compromis? Oui. Son premier secrétaire explique à Mediapart la logique de ce choix, qu'il estime encore propice à dégonfler l'extrême droite dans la perspective de la future présidentielle. Ah oui, l'extrême droite qui s'est bâtie sur le rejet des partis du système, l'UMPS, ce sont tous les mêmes qui se renvoient la balle pour appliquer les mêmes politiques. Donc ça veut dire que quand le PS rejoint une alliance avec la Macronie et LR dedans, appuyant parfaitement le narratif anti-système de l'extrême droite qu'ils ont depuis 20 ans, ça a même de dégonfler l'extrême droite. Est-ce qu'il serait pas complètement con, Olivier Faure, au bout d'un moment ? C'est quoi ça? C'est dire, oui, mais si on avait eu une dissolution, en fait, l'extrême droite augmente ses sièges à l'Assemblée, du coup, on va tout faire pour pas dissoudre. Ce que tu es en train de faire, Olivier Faure, c'est reculer pour mieux sauter. Et pour mieux sauter, c'est faire sauter la France dans les bras de l'extrême droite, en réalité. Donc, normalement, ça franchement, je suis choqué de voir qu'il dit que pour lui, c'est un choix propice à dégonfler l'extrême droite. Au contraire, son analyse est pour moi, en tout cas, fausse. Pour moi, c'est exactement le contraire. C'est un choix que moi j'estime propice à gonfler l'extrême droite. Sur le temps moyen, même pas sur le temps long. Ah là là. Bref. Dans la perspective de la future présidentielle, oui. Premier volet d'une série d'entretiens consacrés à la crise politique et à ses répercussions à gauche. Ah ouais? Ah ça c'est intéressant. Lire en boîte noire? Elle est où la boîte noire? Au milieu d'une crise politique inédite par son intensité, Mediapart a proposé à plusieurs personnalités politiques de gauche, chefs de parti, parlementaires, des entretiens en longueur. Ils seront réalisés et publiés dans les jours et les semaines à venir. L'entretien d'Olivier Faure a été réalisé vendredi 17 octobre. Donc il y en a d'autres qui arrivent avec un petit peu toutes les grosses personnalités politiques de gauche pour essayer de voir un petit peu le point de vue de chacun, quoi. Donc il y a eu Olivier Faure, probablement qu'il va y avoir Tondelier qui va arriver. Il y a eu Mathilde Panot qui a été interviewée il n'y a pas longtemps, mais peut-être qu'ils vont essayer d'avoir Méluche ou autre. Ok. Voilà, donc ils vont le faire un peu avec tous les chefs de parti. Ça marche. Donc c'est pas pour faire la campagne d'Olivier Faure et préparer déjà la campagne du PS qu'ils interviewent Olivier Faure maintenant. Voilà, lire leur boîte noire, contrairement à certaines personnes que j'ai vues sur Twitter, mais bon bref, je vais arrêter de parler de ça, on s'en bat les couilles. Ce sont des gens insignifiants, voilà, je le dis. Bref. Il a qu'à offrir les pleins pouvoirs à Macron pour éviter l'extrême droite en 2027 tant qu'on y est. Bah oui, voilà, sa logique de non, la stabilité et l'anti-RN avant tout l'amène finalement à reculer pour mieux sauter, ce qui est complètement con. Avec de telles logiques, on pourrait très bien dire, bon bah oui, Macron, c'est très bien, parce que c'est pas l'extrême droite. Ça va. Bref. Allez, question de Mediapart. Depuis votre décision de ne pas censurer le gouvernement Lecornu, on a vu des affiches à votre effigie taguées, des militants et militantes socialistes exprimer leur colère et leur tristesse, des partenaires à gauche dire leur incompréhension. Ce choix ne vous coupe-t-il pas durablement du reste de la gauche? Demande Mediapart à Olivier Faure. Moi je dirais oui. Et là pour le coup, pour moi ils ont franchi leur Rubicon par rapport à ce qu'a été le nouveau Front Populaire, par rapport à ce qu'a été l'Union de la gauche. On a littéralement vu Olivier Faure interviewé par un journaliste à l'Assemblée nationale dire mot pour mot, oh arrêtez de me parler, arrêtez avec cette histoire de NFP.
T'as été élu avec le NFP. On peut pas dire. Comment on peut dire arrêtez avec cette histoire de NFP quand tu es élu par le NFP? C'est une dinguerie. Sachant que cette histoire d'union de la gauche, de nouveau Front populaire, pour les électeurs, alors peut-être pas pour les électeurs les plus radicaux, on va dire, les plus LFI, mais pour beaucoup d'électeurs de gauche au moment du NFP, ça avait un sens tout ça. Ils sont en mode genre, ok, Front populaire, déjà Front populaire dans l'imaginaire collectif du français de gauche, c'est important quoi. Ça nous amène à l'héritage de 1936, les congés payés, etc. etc. C'est un mot qui est fort, Front populaire. Et cette espèce d'espérance qui a été là dans la société française au moment de la formation du NFP, elle est réelle. Alors après, il y en a plein qui sont anti-union, peut-être que pour vous, c'était pas le cas. Mais je veux dire, dans l'électeur NFP moyen, ça voulait dire quelque chose, ça. La gauche s'unit au grand mot, les grands remèdes face à l'extrême droite qui nous pend au nez. Avec un programme de rupture, pour beaucoup d'électeurs de gauche, ça signifiait réellement quelque chose. Y compris pour des électeurs potentiels du PS, quoi. Donc le fait qu'un Olivier Faure, dans cette séquence, se retrouve à dire mot pour mot, arrêtez avec cette histoire de NFP, mais genre, c'est une dinguerie, il faut dire ce qui est. C'est une dinguerie, quoi. C'est une dinguerie. Bref. Donc, Olivier Faure répond, ce que je ne voudrais pas, surtout, c'est me couper des Français. Quels Français? Les électeurs NFP, je pense que ça va te couper de ces Français-là, quoi. Oh là là. À quoi aurait conduit une censure? Probablement à une dissolution. Oui. Est-ce que quelqu'un a un indice qui permet de penser que la gauche en serait revenue triomphante? Oui, moi j'avais des indices. Si le PS avait été fidèle depuis le début au programme du NFP, que le NFP avait tenu dans le temps long en cas de censure, je pense que le NFP aurait augmenté son nombre de sièges, le RN aussi aurait augmenté son nombre de sièges, mais que l'écroulement de la Macronie aurait laissé place à une progression à la fois du NFP et à la fois du RN. Moi j'en suis à peu près convaincu. Après c'est juste mon analyse, quoi. C'est quoi comme manière de penser la politique là? En fait, peut-être qu'on va pas gagner, donc on va laisser vivre Macron un peu plus longtemps. Ça, c'est de la stratégie de merde au bout d'un moment. Est-ce qu'on est des vrais démocrates ou pas? Est-ce qu'on estime qu'une dissolution et une démission de la République est nécessaire parce que le pays est bloqué et qu'un retour aux urnes s'impose? Ou est-ce qu'on estime que tout ça, ça pourrait être à son petit bénéfice ou pas? Donc je veux dire, il est en train de dire, on s'en bat les couilles de la politique et de la démocratie. C'était pas dans les avantages du PS que de faire la dissolution. Je veux dire, c'est inentendable pour beaucoup de Français, ça. C'est inattendable pour beaucoup de Français. C'est insupportable. On perd 4-0 et on va jouer à 10 en défense. Bah non, c'est pas ça. Tu perds 4-0, bah t'enlèves un défenseur, tu mets tout en attaque et t'espères aller gratter quelques buts, quoi. C'est fou. Mais c'est pour ça que je dis que ouais, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied, quoi. Et c'est aussi ce qui me fait dire qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied par rapport aux électeurs de gauche et en se disant bah leur avenir électoral se jouera au centre avec la dislocation, la fin de la Macronie, avec c'est ce qu'on voit en ce moment. Macron est totalement désavoué et c'est en train de se restructurer. Donc moi, ça me fait dire qu'effectivement, ils sont en train de se dire, dans cette restructuration à venir, notre espace politique, ça sera celui du centre-gauche, entre guillemets, social-libéral. Pensez à Raphaël Glucksmann, Sacha Houlier et l'aile gauche de la Macronie, quoi. Et qui disent que leur avenir, de toute manière, se jouera plus là. Donc ils disent ne pas se couper des Français. Oui, c'est de tes futurs électeurs potentiels déçus du macronisme, centristes. Mais par rapport à la gauche, il sait qu'il est en train de se couper des Français de gauche, là. C'est clair et net. C'est clair et net. Bref. Est-ce qu'on est certain que le Parlement serait revenu sensiblement différent de celui d'aujourd'hui? Est-ce qu'on aurait gagné quelque chose à ce renouvellement-là? Est-ce qu'on serait en mesure de peser sur les politiques conduites dès lors que les Français auraient voté un peu plus à l'extrême droite? Je ne suis pas sûr. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Au pire, essaye de faire une belle campagne pour essayer de gagner au lieu de te dire non, c'est pas assez safe que ça. C'est dépolitisant comme démarche. C'est dépolitisant. Bah, de toute façon, l'extrême droite va gagner à la fin, donc on va rien faire. Bah, ok. On va pas se battre. On va pas se battre parce que l'extrême droite est dans d'une position de force. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut redoubler en combativité, justement, quand l'extrême droite est en position de force, en amenant un contre-projet à même d'amener les électeurs français vers soi, quoi. Oh, à la place de ça, il est en mode genre, l'extrême droite est dans une position de force, on va renier notre programme et s'allier avec la Macronie. Mais t'es complètement con ou quoi? C'est ça qui renforce l'extrême droite. Oh. Pardon. Donc, nouvelle question de Mediapart. Mais rien n'était joué. Vous auriez tout aussi bien pu faire le pari que la gauche serait sortie renforcée de nouvelles élections. Pour moi, c'est possible. Moi, je vous le dis, hein, mon instinct, mon avis, c'est que s'il y avait une dissolution, le NFP et le RN, les deux auraient progressé parce que la Macronie aurait été en recul, quoi. Et donc, quand il dit ça, quand Mediapart lui pose la question, mais la gauche aurait pu aussi sortir renforcée, il répond « Oui, et si ma grand-mère faisait du vélo ?» Donc, il part du principe que la gauche n'avancera plus jamais dans ce pays. Arrête de faire de la politique si c'est ça. Il est en mode genre oui, on sait très bien qu'on n'aura pas progressé. Bah, arrête de faire de la politique. C'est quoi cette mentalité de perdant? C'est insupportable. Waouh, je pensais pas qu'il était aussi con que ça dans cette interview. Je pensais que ça allait être un peu plus oui, mais vous inquiétez pas, on va finir par censurer. Là, c'est vraiment un gros loser, quoi. Olivier Faure, énorme loser.
Ah ouais, là c'est chaud. Hein. Là on est dans du défaitisme, hein. C'est très très chaud. Bref. Donc oui, et si ma grand-mère faisait du vélo, je veux bien, mais je n'en ai aucune assurance. Passer d'une élection à l'autre en permanence, demander aux gens de recommencer 15 mois après la dernière, c'est prendre le risque de la démobilisation. Oui, mais d'accord, mais on est dans une crise politique sans précédent, tout ça c'est la faute de Macron, quoi. Oh là là, mais c'est insupportable, quoi. Prends la hauteur de ce qui est en train de se passer, prends la mesure de ce qui est en train de se passer, c'est pas possible, quoi. Ils sont là comme si on n'était pas en pleine crise institutionnelle, ils étaient là comme si on n'était pas en pleine crise de régime, quoi. Quand même. Édouard Philippe de la majorité entre guillemets présidentielle, appelé à des présidentielles anticipées il y a une semaine. On vit quelque chose qui est une crise sans précédent dans la 5ème République. Et lui, il est en mode genre, ah non, les Français, ils n'aiment pas la crise. Ok, d'accord. Ok, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, les Français n'aiment... Je veux dire, on aimerait que les choses se passent pas comme ça, quelque part. On aimerait que la démocratie soit saine et que la gauche arrive au pouvoir en défendant des idées, etc. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. En face, on a un Macron forcené qui chie sur la République à longueur de journée, quoi. Oh, grand mot, les grands remèdes, c'est pas possible. Bon bref, il faut au contraire leur faire la démonstration que la démocratie sert à quelque chose. C'est le pari que nous faisons. Pour la première fois depuis 1958, le Parlement sera complètement souverain, sans usage du 49.3. Oui, t'es en train de te faire enfumer, ça, ils vont lui en parler après. N'importe quoi, genre. Donc, sur la base d'un budget austéritaire, ils vont devoir faire quelques amendements en pensant que les macronistes vont finir par reculer et que cette promesse-là va faire qu'à la fin, on a la taxe Zuckman et un budget de gauche. Aïe, 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 aïe. Dans le débat parlementaire, il y aura la gauche contre la droite. Ça, c'est vrai. Chacun viendra avec ses positions et nous voterons. C'était déjà le cas il y a un an sous Barnier, et à la fin, Barnier a été censuré, en fait. J'espère que la prochaine fois, nous aurons un président de gauche, une majorité de gauche, et que ce sera tout notre programme, rien que notre programme. Donc ça, il répète ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon le soir même de la victoire du NFP au 2e tour. Il a dit « tout notre programme, rien que notre programme ». Et donc du coup, depuis Olivier Faure, il est en mode « c'est ça le problème du NFP, c'est que Mélenchon, il a dit ça, alors qu'il faut faire des compromis ». Encore une fois, si... ce compromis avait été fait sur la base d'un gouvernement NFP, si Macron avait nommé Lucie Castet à Matignon quand la gauche a sorti le nom de Lucie Castet, qu'il avait demandé aux macronistes du coup de pas censurer par principe et d'essayer en amendant leur budget de trouver un compromis, peut-être qu'on aurait eu un budget de gauche dans ce pays si Macron s'était comporté comme un démocrate. Mais à partir du moment où il ne fait pas ça, tout gouvernement est illégitime et mérite d'être censuré minute 1. Voilà. Et à partir du moment où le PS ne fait pas ça et est le seul dans le NFP à ne pas faire ça, ça montre bien que on peut pas avoir confiance en eux. Il y a une différence d'approche, il y a une différence de rapport à la politique qui est trop massive pour pouvoir continuer à être dans la même équipe, quoi. Là, ils en font la démonstration jour après jour, quoi. Bref, mais pour l'instant, rien ne permet de le penser, selon Olivier Faure, que la gauche peut être au pouvoir. Nous ne savons pas combien de temps la tripartition du paysage politique va durer, ni quand nous nous retrouverons avec une majorité absolue pour quiconque. La seule façon d'avancer, c'est d'accepter le jeu démocratique, donc le Parlement, tel qu'il est. Oui, mais la seule manière d'accepter le jeu démocratique, si vraiment leur problème c'est qu'il n'y a pas assez de parlementarisme, etc., soit soyez ambitieux, appelez à une assemblée constituante et une 6ème République, ou alors partez du constat absolument réel et partagé par l'intégralité de la gauche, normalement, que Macron ne veut pas accepter le jeu démocratique. Dire, allez, la seule façon d'avancer, c'est accepter le jeu démocratique. Bah oui, mais Macron, il ne veut pas accepter le jeu démocratique. Et c'est justement ça le problème. Donc, leur but, c'est de faire accepter de force à Macron de jouer le jeu démocratique. Mais c'est perdu d'avance, en fait. C'est bien plus une stratégie de loser. Imposer à Macron d'accepter le jeu démocratique, pour moi, c'est bien plus compliqué que de faire avancer la gauche à l'Assemblée nationale avec des élections, quoi. Oh là là. Oh là là. Il est insupportable dans ces interviews. Hein. Et en plus, on est qu'au début. Je sais même pas si on va la faire en entier. Bref. Je suis en train de trop commenter. J'ai trop de choses à dire et on écoute tout début de l'interview. On en est où? Ok. Allez, question suivante. Depuis votre élection comme premier secrétaire en 2018, vous avez tenté d'ancrer de nouveau le PS dans une dynamique d'union à gauche, y compris contre vos opposants internes. C'est vrai, c'était un peu ça. À chaque fois qu'il y avait des clivages au sein du PS, c'était la ligne Olivier Faure qui veut l'union versus ceux qui chient sur LFI à longueur de journée. Olivier Faure chiait un peu moins sur LFI. Tout ça, ça a volé en éclats du jour au lendemain. C'est fou, hein. Ne prenez-vous pas le risque de dilapider tout cela en une semaine? Oui, moi je pense qu'il a déjà dilapidé tout ça en une semaine. Alors après, il peut peut-être compter sur le fait que s'il censure finalement là-dedans, imaginons en 2 semaines, ils finissent par censurer le gouvernement en disant bah on a essayé, ça n'a pas marché. Peut-être que Marine Tondelier et compagnie vont dire ok, bah on va pouvoir refaire l'union de la gauche. Vous voyez, le PS n'a pas trahi. Si c'est ça, ça me pète les couilles. Je commence à en avoir marre. Mais je pense qu'ils jouent un petit peu là-dessus. Peut-être qu'ils se disent
soit on aura des victoires, soit on censure. Donc au final, dans tous les cas, si on finit par censurer, la trahison sera annulée et basta. En vrai, je pense pas. Je pense qu'ils ont fait un truc indélébile. Je pense qu'ils ont acté une rupture avec le reste de la gauche qui sera indélébile sans retour en arrière possible. C'est exactement ce qui va se passer. Moi, je pense qu'il va se passer ça. Ils vont finir par censurer et après, ça va être en mode allez, on refait l'union. Et Marine Tondelier va péter les couilles à vouloir refaire l'union à tout prix, alors qu'elle pourrait faire l'union avec LFI et aller envoyer le PS se faire balader. Moi, c'est ce que j'aimerais. Mais là, à voir. À voir. Bref. Je ne fais pas ça pour mon image, répond Olivier Faure, ni pour celle du PS. L'image, cela varie toutes les semaines. À partir de la semaine prochaine, chacun se rendra compte de qui est où. Mais on se rend déjà compte de qui est où. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi leur argument? Eh ben, on va ouvrir des débats à l'Assemblée nationale, comme ça on verra qui est de droite et qui est de gauche. Mais on le voit déjà depuis 1 an et demi. Ça veut dire quoi, ça? On le voit déjà. Dans l'hémicycle, chacun pourra observer le fait qu'il n'y a pas de deal avec Sébastien Lecornu et que le PS est bien dans l'opposition. Alors oui, je pense que le PS va voter des choses différentes que les macronistes à l'Assemblée nationale, notamment par rapport à la taxe Zuckman et ce genre de choses. Oui, c'est vrai, mais on le sait déjà, ça. Il y a déjà eu des discussions budgétaires. C'est le débat depuis 1 an et demi. De quoi il parle, ce couillon-là? Nous allons présenter la taxe Zuckman, cherchant à augmenter la part du capital dans la contribution commune, défendre les services publics, les classes moyennes et populaires. Ce sont ces débats-là qui m'intéressent. Mais la taxe Zuckman a déjà été votée à l'Assemblée il y a quelques mois. Elle est passée, il y avait une majorité à l'Assemblée nationale pour voter la taxe Zuckman. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça a été fait il y a 2 mois, ça a été fait, de discuter de la taxe Zuckman à l'Assemblée nationale. Il y a eu des débats médiatiques pendant 3 semaines sur la taxe Zuckman. On n'a parlé que de ça. Tout le monde voit bien. Tout le monde a donné ses positions par rapport à ça. Il y a besoin de repartir dans un coup de débat parlementaire pour essayer de clarifier les choses qui sont déjà clarifiées en réalité. C'est insupportable. C'est insupportable. Et moi, ça me fait penser que c'est tellement un move de merde qu'ils sont en train de faire qu'ils vont rétro-pédaler en censurant le gouvernement dans 2 semaines. Hein. Ou à l'issue des discussions budgétaires, quoi. Oh là là. Il y a 1 an, tous les présidents de groupes de gauche promettaient de défendre une majorité, projet par projet, et de gouverner 149-3. Nous devons montrer aux gens que ce que nous disons n'est pas là pour amuser la galerie, mais le fruit de nos convictions fortes. Quand on a la possibilité d'avoir un gouvernement qui renonce au 49-3, on essaye de jouer le jeu et de se comporter comme des gens qui s'apprêtent eux-mêmes à gouverner. Mais il y a 1 an, quand tous les présidents de groupes de gauche promettaient de défendre une majorité projet par projet et de gouverner de 149-3, c'était sur la base d'un gouvernement NFP, parce que le NFP avait gagné les législatives. C'était pas sur la base d'un gouvernement macroniste pur jus, qui a failli être censuré à 10 voix près. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça n'a aucun sens de dire ça. Encore une fois, c'est quelle base de travail? Quelle base de travail pour faire ce truc parlementaire? Si la base de travail, c'est un gouvernement NFP, parce que comme dans tout régime parlementaire, la coalition arrivée en tête nomme un gouvernement et doit s'arranger pour trouver une coalition derrière, il n'y aurait pas eu de souci. Mélenchon aurait pas censuré ou quoi que ce soit. Enfin, LFI n'aurait pas censuré. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, il inverse tout. Il est en train d'essayer d'enfumer ses potentiels électeurs, parce que ses potentiels électeurs, finalement, c'est pas la gauche, ça va être les déçus du macronisme. Il a envie de récupérer une part du gâteau de la Macronie en train de se disloquer. Et sans ça, on peut pas comprendre ce qu'il est en train de raconter, quoi. C'est trop macrono-compatible ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce que je pense qu'Olivier Faure a bien réalisé que son électorat potentiel, s'il veut ne plus s'allier avec la France Insoumise ou quoi que ce soit, ça va être des déçus du macroniste, qui eux peuvent entendre ça. Mais pour quelqu'un de gauche dans ce pays, c'est inentendable. Et c'est pour ça qu'effectivement, il acte sa rupture avec la gauche. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. C'est changement de strat, le NFP, allez vous faire foutre. Moi, maintenant, ça va être Tim Glucksmann, Hollande, récupérer les déçus du macronisme. Pour moi, c'est ça que ça signifie en termes de stratégie de la part d'Olivier Faure du PS. Et c'est pour ça qu'il est même plus en train de dire non, je suis pour l'union. Il s'en bat les couilles, j'ai l'impression. Il s'en bat les couilles. Mais peut-être que s'ils finissent par censurer, il y aura une espèce de rembobinage, de retour en arrière qui fait que, je sais pas, on verra, mais j'ai pas hâte. En tout cas, j'ai pas hâte du tout, quoi. Bref. Nouvelle question de Mediapart. Tout de même, vous avez sauvé le pouvoir au moment où il était extrêmement fragile, au point que la question du départ d'Emmanuel Macron se posait. C'était ça le moment politique qu'on était en train de traverser. Et en réalité, cette censure, c'était ça. Politiquement, parce que là tout ça c'est des trucs de gestion parlementariste de la République capitaliste, quoi, vous voyez, c'est pas si politique que ça. Mais je veux dire, le vrai moment politique que c'est Macron est acculé comme jamais, il renomme un gouvernement qui a duré une seule journée, il est en train de casser toutes les institutions, il est complètement acculé, et donc le vrai moment politique que ça a été, et c'est comme ça que les Français le comprennent, et c'est comme ça que les électeurs de gauche le comprennent, c'était tu as donné un sursis à Emmanuel Macron dans un moment de crise politique sans précédent. C'était ça la question qui se posait. C'était ça le débat à régler. C'est ça ce qu'a apporté le PS au débat politique, vraiment politique au sens propre, en faisant cette non-censure. Et c'est comme ça que les électeurs, c'est comme ça que les Français l'ont vu. Et quelque part, très bien, c'est une clarification. Mais cette question, elle est très bien. Je trouve que c'est une bonne question.
C'est une bonne question. C'est de dire que ce moment de censure, pas censure, c'était pas une question de budget tant que ça. C'est une question de quel rapport aux institutions, quel rapport au président de la République, qu'est-ce qui se passe quand le président fait n'importe quoi. Et la réponse du PS, ça a été, on lui donne un coup de main quand le président fait n'importe quoi. Et ça, c'est pas une histoire de budget pour le coup. C'est une histoire de démocratie, vous voyez. Bref. Et désormais, c'est un nouveau gouvernement de droite qui est aux manettes, au-delà de la discussion budgétaire. Tout à fait. C'est pas qu'une histoire de discussion budgétaire. Là-dessus, je trouve qu'elle est très, très bonne question de la part de Mediapart. Bref, il répond quoi, Olivier Faure? Il va répondre ça. D'abord, j'ai écouté ce qu'a dit le Premier ministre, et je n'ai pas entendu qu'il était le ventriloque de Bruno Retailleau. Il est plus au gouvernement, Bruno Retailleau, c'est tout ce que vous demandiez? Oh là là. C'est déjà un changement, super. Il y a toujours Darmanin à la justice. Hein. Il y a toujours Darmanin, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ça ne lui dérange pas. Tout le monde disait que la simple présence de Bruno Retailleau au gouvernement était un motif de censure. Oui, aujourd'hui c'est Laurent Nunez qui l'a remplacé. Et à ma connaissance, il parle à tout le monde, y compris à la France insoumise. Quoi? Laurent Nunez? Laurent Nunez qui défend des policiers meurtriers, littéralement? L'ancien préfet de police de Paris? Qui a organisé de la répression des mouvements sociaux par le sang et la matraque? Qui félicite la Bravem quand il tabasse des innocents? Laurent Nunez parle à la France insoumise, mais Laurent Nunez, c'est la même merde que Didier Lallemand, c'est la même merde que Bruno Retailleau. Quand je dis la même merde, je dis pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement la même couleur politique, c'est la même chose. C'est la même chose. Waouh! Donc le fait que Retailleau ait été remplacé par Laurent Nunez, il le prend comme une bonne nouvelle suffisante pour dire qu'ils vont pas censurer par principe. Pardon? On parle de Laurent Nunez. Waouh. Ah, je pensais pas qu'on en était à ce point-là. Hein. Oh, je pensais pas qu'on en était à ce point-là. Hein. Pour moi, ça, pareil, pour moi, qu'il puisse se permettre de sortir ce genre de phrase, c'est qu'il acte sa rupture avec le reste de la gauche. Il acte le fait que le bloc où il va aller bientôt, ça sera le bloc macroniste de gauche, qui peut-être à même de renaître, quoi. Enfin, je vais vous ressortir mon graphique, là. Je le ressors à chaque fois, mais franchement, je trouve qu'il est assez bien et qu'il devient de plus en plus pertinent. Désolé pour ceux qui le voient tout le temps. Ce fameux truc. Moi, mon instinct, je pars du principe que il va y avoir une dislocation de la Macronie. Et donc là où on a une tripartition, on va aller peut-être vers une quadripartition à terme. Ça, c'est un truc que j'ai fait, c'était au moment des résultats, au moment des législatives de l'année dernière. Vous voyez, c'est un peu mon sein graphique à moi, quoi. Et donc, pour moi, c'est ça. Olivier Faure, il est en mode, bon, jusque-là, imaginez, c'est la tripartition. Sauce libre et droite, c'est les macronistes. Avec l'éclatement des macronistes, il est possible qu'il y ait une dislocation et un peu les macronistes de gauche et les macronistes de droite retrouvent un peu l'espace politique duquel ils sont issus. Donc typiquement, les Darmanin et consorts qui viennent de LR, ils vont retourner dans ce bloc droite. Et les macronistes de gauche ou ici du PS vont plutôt aller dans ce bloc social-libéral, ce bloc macroniste de gauche, ce bloc qui correspondrait à Raphaël Glucksmann, François Hollande et compagnie. Et donc du coup, il y avait la question du PS. Jusque-là, le PS, il était dans le bloc NFP, le bloc de la vraie gauche, on va dire. Et pour moi, quand je lis cette interview, pour moi, c'est que Olivier Faure a choisi. Olivier Faure, il sait que son avenir se jouera dans ce bloc-là, avec Place Publique, avec François Hollande, avec les déçus du macronisme qui probablement vont essayer de reformer un bloc qui serait plus de l'ordre du social-libéral. Comme si, là où la Macronie était un peu une fusion de LR et du PS, et bah avec la fin de la Macronie, hop là, pouf, défusion de la Macronie qui fait qu'il y aurait un bloc PS ici et un bloc LR ici. Et pour moi, Olivier Faure a très bien compris ça, et Olivier Faure a choisi son camp. Il a choisi de quel côté il serait dans la gauche. Est-ce qu'il reste au sein du NFP avec ses partenaires de gauche ou est-ce qu'il se barre avec les déçus de la Macronie, avec les bourgeois? Il y a aussi des bourgeois ici. Hein. Moi, je pense que c'est le cas. Et toute la question est qui va rester dans ce bloc de la vraie gauche? Est-ce qu'on va pouvoir réussir à garder le PCF et les écolos là-dedans avec LFI? Le PS est totalement dans ce groupe-là. Peut-être. Pour moi, ça serait la meilleure solution. Et voilà. Parce que je ne crois pas à ce graphique. Je crois plus en une tripartition gauche-centriste, extrême droite. Bah c'est ce qu'on a actuellement. Bon. À voir. Moi, c'est ma théorie, en tout cas. Mais là, il a l'air de plus rien à foutre des potentiels électeurs de la gauche, hein, quand il dit ça. Quand il est en mode « Oh non, mais Laurent Nunez, c'est pas mal, hein, nous on aime bien Laurent Nunez. » Enfin, faut pas être de gauche pour dire un truc comme ça. Le centre va se faire bouffer? Ouais, moi je pense que le centre va... Je sais pas. On verra, j'en ai marre de faire des pronostics, mais en tout cas, voilà. En vrai, stratégiquement parlant, pour le PS, c'est un bon mouvement. Ouais. Mais du coup, c'est le moment de dire le PS, barrez-vous dans ce bloc-là, on veut plus de vous dans notre NFP. Tout en disant, les écolos, le PCF, non, restez avec nous, c'est bien. Voilà, moi c'est ma strat, en tout cas, c'est ce que je me dis. Voilà.
De toute façon, au bout d'un moment, les écolos, les PCF vont devoir choisir. Ils sont entre ces deux pôles, LFI et PS d'un côté, deux visions différentes, deux salles, deux ambiances. Et à un moment donné, s'ils sont vraiment unionistes, il n'y aura pas le choix. Ils vont devoir choisir est-ce qu'ils sont du côté de LFI ou est-ce qu'ils sont du côté du PS. Est-ce qu'ils sont du côté de la gauche de rupture ou est-ce qu'ils sont du côté de le bloc social-libéral où ils vont plus ou moins se retrouver avec Agnès Pannier-Runacher, Elisabeth Borne, Sacha Houlier, François Hollande et Raphaël Glucksmann. Choisissez les écolos. À un moment donné, c'est soit vous restez avec LFI, soit vous allez retrouver avec François Hollande et des déçus du macronisme. Mais à un moment donné, il va falloir choisir. Voilà, moi c'est ma théorie en tout cas. Bref, Olivier Faure semble avoir choisi, il va partir avec les déçus du macronisme. Ça semble partir comme ça. Sans ça, il parlerait pas comme ça. Sans ça, il ferait pas des SO à Laurent Nunez. Non mais pitié quoi, pitié. Bref. Allez, on continue. Donc Olivier Faure qui continue en disant « On va voir comment les choses se passent, mais je ne cherche pas à construire une plateforme de gouvernement avec les macronistes. » Bah si, hein, c'est un peu ce que tu es en train de faire de faire. Hein. Je cherche à réinstaller le clivage entre la gauche et la droite. En actant la rupture avec tes partenaires de gauche. Non mais ça n'a pas de sens. Avec ce gouvernement, on va avoir un dialogue permanent où ils seront ce qu'ils sont, la droite, et nous serons ce que nous sommes, la gauche. On le sait déjà. Enfin, dans le cadre parlementaire, il y a eu ça il y a 1 an, mais genre, il suffit de regarder les votes au Parlement, on le sait déjà ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça n'a aucun sens. C'est la meilleure façon de dégonfler l'extrême droite. Je ne veux ni le chaos ni la confusion. Les deux amènent à l'extrême droite au pouvoir. Oui, bien sûr. Le PS amène l'extrême droite au pouvoir aussi. Le PS a amené Macron au pouvoir et le Macron amène l'extrême droite au pouvoir. Stop, mais c'est insupportable. Là, vraiment, c'est insupportable dans cette interview. Et je sais pas, moi, je suis quand même un peu les prises de position d'Olivier Faure depuis un petit moment. J'ai pas vu Olivier Faure être aussi désastreux depuis 1 an et demi, en vrai. Hein. Depuis 2022, Olivier Faure, c'était vraiment en mode genre, il allait à droite, à gauche, on sait pas ce qu'il raconte, c'est insupportable, il est pas clair. Un coup, il est basé, après, il est horrible. Il était sur cette ligne de crête où il était pas clair. C'était ça sa force en politique, c'est d'être pas clair et de réussir à avancer en zigzagant comme une anguille. Moi, je n'ai jamais vu Olivier Faure être aussi désastreux depuis 1 an et demi. Hein. Pour moi, et ça me confirme dans cette idée qu'il y a, que là, les cartes sont rebattues et qu'il y a un avant-après par rapport à cette énième trahison du PS. Pour moi, là, c'est pas juste une énième trahison du PS. Non. Là, il y a un moment où le PS a choisi. Le PS a choisi. Pour moi, là, on est sur la vraie trahison. Jusque-là, c'était un peu du lore, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu Olivier Faure être aussi nul à chier en interview. C'est pas possible. Il y a 1 an, il disait pas ça. Il y a 1 an, force est de constater qu'il était nettement plus based. Hein. Bon, ça restait le PS, évidemment, quoi. Mais je veux dire, quand je vois ça, je me dis, ok. Ça me confirme dans le fait que ça va être dur un retour en arrière possible pour eux, quoi. Mais bon, tant mieux. Hein. Je pense qu'ils comptent sur le fait d'être dans une position où ils peuvent défendre des mesures assez à gauche pour séduire une partie de leur électorat, sans vraiment s'engager à rien, vu qu'ils ne gouvernent pas de toute façon. Ouais, ils jouent un jeu d'équilibriste, mais ce jeu d'équilibriste se fait pas par rapport à l'électorat de gauche, en tout cas. C'est par rapport à un électorat centriste qui fait ce jeu d'équilibriste. Et ça pourrait marcher pour un électorat centriste. Pourquoi pas? Mais du coup, il acte sa rupture avec la gauche, quoi. Ça rejoint ce que je disais, quoi. Bref, allez, on continue. Nouvelle question de Mediapart. Marine Le Pen ne se prive justement pas de dénoncer l'UMPS. Donc c'est la fusion entre l'UMP, devenu les Républicains, et le PS. C'est-à-dire tout ça, c'est les mêmes. Il a droite, la gauche, tout ça, c'est le même, c'est le système. Ils se renvoient la balle pour gouverner ensemble et faire la même politique. Bah effectivement, c'est un argument redoutable parce que quand tu regardes ce que LR et le PS ça a été à l'ère de François Hollande, par exemple, dire c'est le système UMPS, c'était bien trouvé et ça partait d'un constat qui était réel. Après, le problème, c'est que le RN fait partie de ce système-là, en vérité. Voilà. C'est RN, UMPS, tout ça, même combat, parce qu'ils veulent faire la même politique pro-patronale, en réalité. Mais je veux dire, le constat de Marine Le Pen, sur lequel elle a beaucoup appuyé pour se positionner comme anti-système, le constat est réel et fonctionne. Donc oui. Marine Le Pen ne se prive justement pas de dénoncer l'UMPS et la confusion depuis que l'un des principaux partis de gauche a laissé passer un gouvernement de droite. Et oui, et donc il est en mode non, une dissolution aurait donné de la force à l'extrême droite. Donc appuyer le narratif que fait le RN depuis 15 ans, ça donne pas de force à l'extrême droite. Bon, je l'ai déjà dit ça, je suis en train de me répéter. Mais ça, on l'a déjà dit. Bref, donc qu'à répondre Olivier Faure? Quel est ce discours pendant quelques jours? Qu'elle fasse un numéro de claquette à court terme? Très bien. Mais le débat budgétaire va l'amener à sortir du bois. Personne ne sait ce qu'elle pense au fond. Mais si on sait ce qu'elle pense au fond, il y a un travail militant, il y a un travail politique qui est fait par la gauche depuis longtemps, et normalement le PS devrait le faire aussi, de montrer les manigances de l'extrême droite. On a déjà largement assez de données pour montrer qu'ils défendent une politique budgétaire de droite, et que là-dessus, ils ont quasiment aucune différence avec la Macronie. Et qui vont aller sucer le MEDEF et compagnie. On le voit, il y a largement assez de données pour faire ce travail politique là, de gauche, d'aller un peu dénoncer leur manigance et dénoncer qu'ils sont de droite et que c'est des macronistes mentaux, le RN. Il y a largement assez de données pour le faire. Et là, il est en mode, non, c'est un énième débat budgétaire qui va mettre le nez dans leurs incohérences. Mais c'est ça, sa strate, Olivier Faure. Détestation du PS à part, sa strate pue la merde. Sa strate pue la merde. Je suis désolé.
Ça me fait tousser, je peux pas trop hurler aujourd'hui. Bref. Personne ne sait ce qu'elle pense au fond. Là, elle va être obligée de parler et de voter. J'attends ce débat avec impatience. Ah oui, c'est la première fois qu'on vote sur des trucs comme ça, quoi. Non mais n'importe quoi. N'importe quoi. Vous avez dit croire dans le fait que Sébastien Lecornu tienne ses engagements. Il y a un mois, vous avez refusé la confiance à François Bayrou, justement parce qu'il n'avait pas tenu ses engagements à votre égard. Pourquoi cela marcherait-il cette fois? Bon, elles sont bien les questions en vrai. Hein. Je trouve que les questions sont bien. Tu vois, les questions sont pas complaisantes avec Olivier Faure. Je trouve que là, ça met le nez dans ses incohérences, effectivement. Et d'ailleurs, je trouve que les réponses d'Olivier Faure sont désastreuses. Je trouve que là, il est nul à chier dans cette interview. D'habitude, au moins, on peut en langue de bois, pour noyer le poisson. Il a un certain talent politicien pour faire ça. Là, il est nul. Il est nul. Et c'est aussi que les questions sont pas mauvaises en réalité, hein, je trouve. Voilà. Olivier Faible rejoindra les macronofascistes aux prochaines élections. Ça en prend la direction. Ouais, donc oui, effectivement, vous êtes fait totalement balader par François Bayrou, que vous avez promis un conclave sur les retraites. Au final, ça menait à rien. Tous les partenaires sociaux se sont barrés parce que Bayrou, il s'en bat les couilles de tout le monde. Il n'y avait plus que le MEDEF à la fin. Et là, cette fois-ci, ça devrait marcher. Non mais sérieux, quoi. Donc, Olivier Faure répond. Le Premier ministre m'a donné le sentiment qu'il avait une certaine idée de ce qu'était un engagement et de la fiabilité qu'il devait à ses adversaires. Oh, les politiciens sont jamais des menteurs, c'est pas du tout un jeu de posture. Oh, je ne le connais pas, je ne mettrai pas ma main au feu. Mais il sait qu'il ne tient pas son engagement, il sait que s'il ne tient pas son engagement, il lui arrivera ce qui arriva à François Bayrou. Il sera licencié. Je crois qu'il a ce paramètre en tête. Si, à un moment, on a le sentiment qu'il y a tromperie, nous censurons. Alors ça, pour le coup, je veux bien le croire. Le PS va peut-être finir par sauver son cul en censurant. Mais je veux dire, ça avait du temps perdu pour rien, quoi. Ça avait du temps perdu pour rien, dans tous les cas. Et ça, c'est énervant. Question suivante. Ok, donc en tout cas, la réponse à ça, c'est... la réponse à la question, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire balader une énième fois, le PS, vous n'êtes pas un peu con? Le PS répond, si, peut-être. Mais on peut toujours censurer à la fin. Oui, bah censurer dès maintenant, parce que là, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Bref. Le gouvernement a choisi d'intégrer la suspension de la réforme des retraites au budget de la sécurité sociale. Pour que votre revendication se réalise, donc la suspension de la réforme des retraites, vous aurez donc besoin que le budget passe, avec ces milliards d'euros de coupes budgétaires. Et c'est là que ça devient intéressant. En l'état, je ne peux pas voter le PLFSS, répond Olivier Faure. Donc le PLFSS, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y a 2 volets dans le vote du budget. Le projet de loi de finances pour le budget de l'État et des collectivités territoriales, si je ne dis pas de bêtises, et le projet de loi de finances de la sécurité sociale, où là c'est le volet sécu du budget, qu'un budget séparé de l'État, quoi. Voilà. Et donc là, effectivement, si cette suspension de la réforme de la retraite c'est écrit dans le PLFSS, il faut que le projet de loi de financement de la sécurité sociale soit voté à l'Assemblée nationale, soit validé pour que la suspension de la réforme de la retraite soit active. Sauf que si c'est un gros budget austéritaire, et pour l'instant c'est un gros budget austéritaire, bah, le PS va pas le voter logiquement. Et donc c'est... Voilà, déjà, c'est assez simple à comprendre ça, et c'est déjà une énorme douille, quoi. Ça serait déjà motif suffisant pour dire on censure, c'est une douille votre histoire. Mais bon. Olivier Faure veut plutôt répondre ça. En l'état, je ne veux pas voter le PLFSS. Je ne peux pas le voter. Mais je fais confiance au débat parlementaire. Même chez les macronistes, je n'ai entendu personne défendre le gel des pensions de retraite, la hausse des franchises médicales, la fin de l'abattement pour les retraités. Si les gens s'en tiennent à leurs déclarations publiques, mais... Il y a un budget qui est proposé! Moi j'ai entendu personne défendre le budget de Lecornu. Alors pourquoi Lecornu met ce budget sur la table? C'est complètement con, ça n'a aucun sens. Ce budget il sort pas de nulle part. Les 30 milliards d'économies, le gel du point d'indice là pour les retraites. Pourquoi c'est dans le budget initial? Si t'as entendu aucun macroniste le défendre, ça n'a aucun putain de sens. J'en peux plus, il est complètement con. Oh là je suis effaré. Je suis effaré par le niveau zéro de ses arguments. Normalement, il y a un texte budgétaire qui a été déposé. Le texte initial qui va être amendé, certes, mais on part d'une base qui est austéritaire, point à la ligne, quoi. Oh, il pense vraiment que Sébastien Lecornu va se retrouver avec un budget de gauche à la fin. Avec la taxe Zuckman. Non mais genre n'importe quoi. C'est quel niveau de bêtise. Je suis effaré, hein. Efforé. Exactement, je suis efforé. Vraiment, je pensais pas que ses réponses allaient être nulles. Moi, je pensais à ce point-là. Enfin, je pensais que ses réponses allaient être nulles, mais pas à ce point-là. Je pensais qu'il allait faire un peu l'anguille, Et en fait, non. Juste, il est nul à chier. Et ça montre bien à quel point le PS s'est mis dans une impasse de zinzin et s'est peut-être tiré une énorme balle dans le pied. À voir. Je crois qu'on est tous en train de péter un câble devant cette interview. Alors là, c'est abusé. Hein. C'est abusé. Comme quoi, qu'on n'est pas directement face à Benjamin Duhamel ou un gros nul dans ce genre-là, et que les questions sont un peu plus pertinentes, on voit bien qu'aussi la stratégie Ford d'avoir une espèce de ligne de crête, de pas être très très clair, et bah ça tombe à l'eau finalement. Ça tombe à l'eau, quoi. Tout simplement. Bref. Ah là là. Allez, on continue.
Il fait peu de doute que, comme chaque année, le Sénat et la commission mixte paritaire, la CMP, livrent une mouture budgétaire très marquée à droite. Et oui, c'est le cas depuis alors, déjà depuis 2022, il n'y a pas la majorité absolue pour la Macronie, donc on s'est posé ces questions 2000 fois, quoi. Et à chaque fois, en dernière instance, ça finit en mode full austérité, full droite. Ça a donné beaucoup plus de gages au RN même que ça en a jamais donné à toute la gauche réunie, quoi. Donc stop. Même après les amendements du PS, tout à fait. Un vote pour du PS est-il une option? Donc, est-ce que le PS pourrait vraiment finir par voter le budget? Non, ce n'est pas une option. Quoi? Mais l'abstention en est une pour tous ceux qui auront accepté l'idée que, dans un Parlement sans majorité absolue, il faudra bien qu'on trouve le moyen d'avancer si le budget n'est pas un musée des horreurs, et que nous y avons obtenu toute une série d'évolutions. Qu'est-ce qu'on cherche sinon? Le tout ou rien? Personne ne peut gouverner sur cette base-là, ni la gauche, ni la droite. Il y a une base sur laquelle on peut gouverner, c'est le président en exercice, en regardant le résultat des élections législatives qu'il a lui-même déclenché via une dissolution de l'Assemblée nationale, respecte le résultat de ces élections et du rapport de force qui s'y est inscrit, en chargeant à la coalition arrivée en tête de nommer un gouvernement, par exemple, comme dans 100% des démocraties et 100% des régimes parlementaires. On peut gouverner sur cette base-là, par exemple. Macron n'a pas fait ça. Macron n'a pas respecté le résultat des urnes. Donc censure-le, en fait. Point à la ligne. Personne ne peut gouverner sur la base du tout ou rien. Donc on peut gouverner sur la base, par contre, d'un président de la République qui ne respecte pas les élections. On peut gouverner sur cette base-là. C'est ce qu'il est en train de dire. Pitié, quoi. Tuez-moi. Hein. Oh. Bref. Allez, on retourne un peu dans la technique. Le plan est donc qu'il y ait suffisamment d'abstention pour que le PLFSS soit adopté sans votre vote. Oh, coup de billard à 3 bandes. C'est ça votre projet? Peut-être. Je n'en sais rien. On ne sait pas ce que sera la copie définitive. Nous nous prononcerons en fonction. Tout le monde se focalise sur la victoire importante qu'est la suspension de la réforme des retraites. La réforme Borne est de fait enterrée. Bah non, justement. Si le budget ne passe pas, si le PLFSS n'est pas voté, la budget Borne ne sera pas enterrée. C'est ça le truc. Mais ce n'est pas la principale victoire dans le cadre du budget. Le Premier ministre parle à présent d'une trajectoire budgétaire autour d'un déficit public à 5% du PIB. On a gagné à peu près 9 milliards d'euros. Et si on augmente la recette, on peut doubler la marge de manœuvre. Cela permet d'imaginer une copie totalement revue, beaucoup plus digeste qu'elle ne l'est beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment... De toute façon, ça résume très bien ce qu'est le PS. Pour de l'austérité digeste. Vous êtes au courant que si c'est la droite, ça sera encore pire. Donc nous, on mène une politique de droite un peu moins vénère. C'est ça ou l'extrême droite de toute manière. Voilà, vraiment, le PS. Le PS dans toute sa splendeur. C'est inécoutable. C'est inécoutable, surtout quand on se rappelle de l'ambiance qu'il y avait en 2024 quand ils ont été élus, le PS, quoi. Vraiment, vraiment, les Français, là, les militants de gauche sous les fenêtres qui criaient « Ne nous trahissez pas ! Ne nous trahissez pas !» Le NFP, les grandes phrases comme quoi il n'y aurait pas d'accompagnement de la Macronie, qu'ils ne seraient pas des supplétifs de la Macronie. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Mais c'est une dinguerie quand même, le doigt d'honneur qu'ils font au NFP, quoi. Le NFP qui est ce qui a sauvé leur cul. C'est honteux, vraiment, hein. Vraiment, 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 vraiment. C'est honteux. Bref, ça me rend enrhumé cette histoire, tellement c'est chiant, quoi. Aïe aïe aïe. En liant le sort du budget à celui de la suspension promise, le gouvernement ne vous est-il pas piégé? Oui. Oui. Quel que soit le véhicule, la seule chose que nous regarderons, c'est le résultat. Dès lors que la suspension ne sera pas engagée, nous censurerons. C'est au gouvernement de se débrouiller. Ils sont obligés de le faire et ils le savent. Ok. Donc si le budget est trop austéritaire, et que du coup le PS dit « Nous ne votons pas le budget », ça veut dire que du coup, il n'y a pas de suspension de la réforme des retraites, et du coup le PS décide de censurer. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Ok. Donc c'est peut-être ce qui va se passer. Donc du coup, tout ça pour rien, quoi. Tout ça pour rien. Certes, mais il peut paraître surprenant de vous voir engager un geste politique aussi fort que la non-censure sans avoir balisé le chemin. Voilà, c'est exactement ça. C'est un geste politique fort et c'est ça qu'on retient. C'est ça le move politique qu'ils ont fait. Parce que normalement, parfois, on oublie ce que c'est que politiser un peu le débat, quoi. On oublie ce que c'est que faire de la politique. Eux, ils ont une vision de l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas faire de la politique. Le message politique qu'ils ont envoyé, la politique qu'ils ont défendue, c'est s'accommoder du moins pire en espérant que si on est un peu sympa avec les macronistes, ils seront un peu sympas avec nous. C'est ça qui s'est passé. C'est ça le plus important, c'est ça qui est le plus central dans toute cette séquence. C'est pas tous ces trucs d'ajustement technique, sauf si on a une vision qui est dépolitisée de la politique. Et c'est le cas du PS, quoi. Bref. Nous avons posé des exigences, répond Olivier Faure. Le Premier ministre les a reprises dans son discours. Il faut maintenant trouver les voies de passage. On a fait le geste de la non-censure, mais le geste de la censure est tout aussi rapide. Le gouvernement a abandonné l'article 49.3, mais nous n'avons pas abandonné le 49.2. Donc 49.2, c'est tu peux déposer une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Voilà, en gros.
Il nous permet de déposer une motion de censure dont on a toutes les raisons de penser qu'elle serait adoptée. Bah oui, puisque c'est... Non mais... On a toutes les raisons de penser qu'elle serait adoptée. Bah oui, puisque c'est vous qui avez sauvé le gouvernement en fait. Donc tous les autres, ils ont voté la censure. Si vous en déposez une, effectivement, ça sera censuré. Oui. Mais nous avons aussi nos propres sécurités. Ok, donc ça veut dire qu'ils se mettent centre du jeu et maintenant c'est eux qui décident si le gouvernement tombe ou pas. Ok, d'accord. Sauf si le RN ne censure pas. Alors après, le RN, vu leur déclaration dernière, il y a toutes les chances pour que le RN censure parce que le RN est en mode on censurera tout gouvernement, on veut la dissolution, ils sont illégitimes, point à la ligne, quoi. Bon, pourquoi pas. Hein. Ok. Donc effectivement, c'est leur plan. Moi, je pense que ça va finir en censure parce que ils vont se faire balader, quoi. Mais c'est insupportable. C'est insupportable parce que le geste politique, effectivement, de la non-censure en attendant, de les sauver, de leur faire confiance, ça montre très bien qu'ils ont confiance en nos adversaires, en fait. Et ça, c'est pas possible. Parce que avec la même logique, ils pourraient être en mode genre, le RN nous a fait des gages, le rassemblement. Imaginez, le RN est quasiment majoritaire à l'Assemblée nationale. Ils vont faire quoi, le PS? Ils vont être en mode genre, le RN veut abroger la réforme des retraites. Nous voterons un budget avec eux? Ils vont faire ça si le RN arrive au pouvoir? Quand on voit comment ils se comportent avec les macronistes qui déroulent le tapis rouge à l'extrême droite, messieurs les pseudo-antifascistes de merde du PS, là, vous allez vous comporter comment quand ça sera si le RN au pouvoir un jour? Vous allez faire pareil? Ça va, on peut parler avec eux au Parlement. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. Ou le RN rendra peut-être le pouvoir, oui. Peut-être que le RN seront des sérieux parlementaires et qu'ils pourront s'acoquiner avec Olivier Faure. Peut-être. Stabilité avant tout. Franchement, c'est fou, quoi. C'est fou. Quand tu lis entre les lignes, Olivier Faure, mais genre, waouh. 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 Ok, bon, bref. J'en étais où? Ok, question. C'est long encore? Non, ok, on a bientôt fini, mais c'est un peu long à lire. C'est pas évident à lire, je trouve, les interviews écrites comme ça. Mais là, c'est intéressant parce que ça va plus en profondeur qu'une interview à la con en mode Sébastien Chenu, Thomas Soto, quoi. Qu'on regardera après, par ailleurs. Ok, donc, je sais plus où j'en étais. Oui, l'autre question est celle des délais. Si le PLFSS n'est pas approuvé par l'Assemblée nationale à l'issue de la commission mixte paritaire, c'est un peu technique, c'est le délai des 50 jours qui devient le principal danger, avec le risque d'un budget que le gouvernement passerait par ordonnance, donc du coup en passant à côté de l'Assemblée nationale. Les ordonnances sont une possibilité, répond Olivier Faure, pas une obligation. Si ce sont des ordonnances qui font office de pseudo-49.3, la censure sera là aussi. Ok, si le gouvernement renouait avec une forme d'autoritarisme et de passage en force, il s'auto-détruirait. Ok, donc ça va finir en censure alors. Ou alors vraiment la Macronie va faire... Donc, attendez. Ce qu'il est en train de dire, c'est que pour qu'il ne censure pas, il faut qu'effectivement il n'y ait pas de passage en force quelconque, premièrement. Et deuxièmement, il faut que le budget soit PS compatible, mais aussi LR compatible. Il faut qu'il y ait une majorité pour voter le budget, ou alors qu'il ne passe pas en force. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc ils vont finir par censurer. Donc c'est quoi le geste politique d'avoir sauvé à ce moment-là le gouvernement? C'est de dire bien à tous les Français, on peut travailler avec les macronistes, au final on leur fait un peu confiance. Non mais wesh. Si le gouvernement renouait avec une forme d'autoritarisme et de passage en force, il s'autodétruirait. Renouait? C'est-à-dire que là, le gouvernement n'est plus dans une forme d'autoritarisme et de passage en force. Voilà. Ils ont donné vaguement un gage au PS à annuler toute l'œuvre de Macron et de ses gouvernements successifs depuis 2017. Mais ils se foutent de la gueule du monde, quoi. Ils se foutent de la gueule du monde. Pardon, mais ça ne semble pas si évident, répond Mediapart. En novembre ou décembre, quand la question de la censure reviendra, on vous accusera de priver la France de budget en reversant le gouvernement. Bah oui. D'où l'impression que tout cela est un piège qui vous est tendu. Bah oui. Réponse d'Olivier Faure. La vie politique est un piège quotidien. Tout est piégé. Tout le monde se piège mutuellement. Je sais pas quoi dire. C'est ça ta réponse? Bah oui, il y a des pièges partout. On vit dans une société. Je sais pas quoi. Je sais plus comment commenter. Je vous jure, je sais plus quoi dire. La question c'est: est-ce qu'à un moment on arrive à faire tourner nos institutions de manière à avoir une pratique plus proche de la 6ème République que de la 5ème? Avec Macron, avec Macron qui n'a pas respecté le résultat des élections. Le discours qui consiste à dire que seule la présidentielle compte est délétère. Mais on vit en 5ème République, frérot, un peu de réel politique, un peu de pragmatisme. C'est la consécration d'un pouvoir absolu du président de la République. On a une occasion de parvenir à une république parlementaire, c'est une prise de risque, mais c'est la pratique des institutions que je veux. Oui, donc ça va se faire dans cette situation-là avec Macron. Encore une fois, si t'es un sincère démocrate,
tu fais comme certains font. Appel à une 6ème République, appel à une assemblée constituante. Tu dis, si c'était sincèrement un vrai démocrate qui veut renouer avec des pratiques parlementaires saines, Olivier Faure. Imaginons qu'il est sincère quand il dit ça. Ok, je veux bien croire qu'il est sincère. Je veux bien croire que c'est un sincère parlementariste qui aime le travail parlementaire. Ok, on va lui laisser ça. Appel à une 6ème République, appel à une assemblée constituante. Dit très simplement, face à cette crise de régime jamais vue dans la 5ème République, Olivier Macron, Emmanuel Macron doit appeler une assemblée constituante. Nous devons revenir aux armes, aux urnes pour faire une 6ème République et avoir enfin une vraie culture parlementaire, un vrai régime parlementaire ou une vraie démocratie. Voilà, il devrait juste dire ça, Olivier Faure. Il devrait juste dire ça. C'est pas une position d'extrême gauche que de dire ça. C'est une position de démocrate, de mec qui aime le parlementarisme. C'est la seule position sincère que pourrait avoir Olivier Faure. Et là, il part du constat que la 5ème République, c'est un peu de la merde en termes de démocratie et de parlementarisme. Et du coup, il décide de s'acoquiner avec les macronistes, avec ceux-là même qui nous ont mis dans ce régime cette crise de régime, et ceux-là même qui bafouent le parlementarisme et la démocratie jour après jour, quoi. C'est complètement con. Vraiment. Si encore une fois, il faisait de la politique, et que c'était pas juste une bête vision gestionnaire à la con, il dirait, 6ème République, Macron doit appeler une assemblée constituante. Il dirait peut-être pas Macron démission, il dirait Macron démission, je trouve que c'est déjà de l'hyper-présidentialisme, mais il dirait Macron assemblée constituante, quoi. C'est fou, hein. Oh, c'est fou comment cette interview pue la merde, hein. Enfin, l'interview est bien, mais comment les réponses d'Olivier Faure puent la merde. C'est pour ça justement que je voulais lire cet article-là, je me disais, ça sera bien l'occasion de voir à quel point Olivier Faure dit n'importe quoi. Dit n'importe quoi. Merci Brocoli Vapeur pour ton 6ème mois, et merci Gros Bateau pour ton Prime. Par contre, c'est un peu long à lire, hein, mais c'est pas grave. C'est intéressant, au moins on va au fond un petit peu des contre-arguments, quoi. Bref. J'en étais où ? Oui, donc le déjà là de la 6ème République dans les discussions budgétaires avec les macronistes illégitimes, quoi. On en était là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pourquoi n'avoir pas exigé dans la négociation que l'abrogation de la réforme des retraites soit débattue à l'Assemblée ? Oui, pourquoi l'abrogation ? Pourquoi déjà la suspension les suffit ? On l'a mis sur la table, mais il faut aussi se regarder dans un miroir de temps en temps. Ouais, regarde-toi dans un miroir, Olivier Faure. Olivier, regarde-toi dans la glace 5 minutes. Et réfléchis à... Regarde ce React. Et regarde-toi après dans la glace 5 minutes. Voilà. Voilà ce que pense la gauche de toutes tes manigances. Nous sommes 192 députés de gauche à l'Assemblée nationale, pas 289, donc c'est la majorité absolue. Nous ne pouvons pas non plus faire comme si nous pouvions imposer toutes nos revendications à tous les moments, sur tous les points. En face de nous, on a des interlocuteurs et je mesure aussi le geste qui est fait. Moi, je considère que cette suspension est en réalité une abrogation. Pourquoi ? Le débat est à présent envoyé à l'élection présidentielle. C'était déjà le cas avant. Je pense que les retraites sera un thème central de l'élection présidentielle, quoi qu'il arrive. Oh là là. Les macronistes ne considèrent-ils pas que, de toute manière, vous ne souhaitez pas de nouvelles dissolutions et que vous n'irez pas au bout de vos menaces ? Intéressant, c'est la bonne question. C'est vrai que c'est en mode genre, bon... Les macronistes, ils sont pas complètement cons. Peut-être qu'ils se disent Olivier Faure ne veut pas de censure parce que le PS ne veut pas de dissolution parce qu'ils ont peur des sièges. Donc du coup, ils vont nous laisser le champ libre. S'ils veulent pas de dissolution, derrière, on va pouvoir les enculer, quoi. C'est un peu ça. Ils doivent se dire ça, les macronistes. Ils doivent se dire ça, les macronistes. Et oui, en plus, c'est pas à la gauche de lâcher des trucs. Dans une dynamique de compromis, ça serait à la coalition arrivée en deuxième de lâcher des concessions à la coalition arrivée première, quoi. C'est comme si toute cette histoire de Macron ne respecte pas le résultat des élections législatives, c'était oublié. C'était oublié pour Olivier Faure, alors que c'est la matrice de toute cette crise de régime qu'on est en train de vivre. Il n'y aurait pas de crise de régime si Macron avait respecté le résultat des urnes. Et là, Olivier Faure, encore une fois, vu l'interview, c'est totalement oublié. Ce n'est plus un paramètre dans ses prises de décision, et c'est à cet égard qu'on peut dire que c'est un traître. Voilà. Bref. Les macronistes... Oui, alors on a déjà dit la question. Donc voilà, les macronistes se foutent bien de votre gueule. Ils ont bien compris que vous vouliez pas de dissolution, du coup ils vont vous la mettre à l'envers. Olivier Faure répond « J'espère pour eux que la surprise ne sera pas trop dure quand nous censurerons. Waouh, mastermind Olivier Faure va finir par censurer. S'il y avait une entourloupe. Nous n'avons aucunement peur de la dissolution. Mais nous ne pensons pas qu'elle soit de nature à offrir aujourd'hui une majorité de gauche au pays. Ça on verra, laissons le peuple français en décider à ce moment-là. Si monsieur est un vrai démocrate. Lui, il aime la démocratie quand c'est des arrangements et la tambouille politicienne et des arrangements parlementaires. Ça, il aime bien. Ça, pour lui, c'est le grand retour de la démocratie. Le retour aux urnes, c'est pas la démocratie pour lui, ça. Oh ! Certains, y compris dans mon propre parti, pensent que de nouvelles élections, pardon, excusez-moi, auraient pu nous être favorables, au moins pour rebrasser le paysage à gauche. Moi, c'est mon cas.
Je pense sincèrement que si le PS n'avait pas trahi à ce point, c'était en mode allez, c'est reparti pour un coup de NFP, je pense que le NFP aurait progressé et l'extrême droite le RN aurait progressé, peut-être LR aussi un peu, et que la Macronie aurait été réduite à peau de chagrin. Moi, c'est mon avis. Mais bon, ça se discute. Après, j'ai envie de ressortir la phrase de Mélenchon qu'il a sortie à Duhamel il y a pas longtemps, qui était une vraie phrase, qui était une belle phrase, je trouve, une vraie phrase de démocrate, où il a dit si on attend d'être sûr de gagner pour vouloir se lancer dans des élections, c'est qu'on n'est pas démocrate. Et c'est la réalité. Là-dessus, je vois pas comment on peut s'inscrire en faux par rapport à cette phrase de Méluche, quoi. Bah voilà. Ok. Donc bon. Certains, y compris dans mon propre parti, pensent que de nouvelles élections auraient pu nous être favorables, au moins pour rebrasser le paysage à gauche. Nous avons décidé de prendre un peu de hauteur. L'intérêt partisan ne peut pas passer au-dessus de l'intérêt du pays et des institutions. Oui, blablabla. Pourquoi tu parles comme un macroniste, mon ref? C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Ok, question suivante. En parlant des institutions, on vous a peu entendu sur la question du départ d'Emmanuel Macron. Beaucoup, y compris dans son camp, le décrivent comme la seule solution pour sortir de la crise. Et vous? Lorsque François Mitterrand a perdu les élections législatives de 1986, donc 1986 c'était à la fin de son premier mandat, une partie de la droite réclamait sa démission. Tiens. Alors qu'est-ce qu'il a dit à Olivier Faure? Oui, mais Mitterrand est resté. Et je pense que Macron restera. Alors il y a une différence entre se dire je pense que Macron restera et appeler la démission d'Emmanuel Macron, voter des motions destitution, parce qu'on estime que ça serait juste qu'il démissionne. Et c'est là qu'on voit qu'il ne fait pas de politique, Olivier Faure. C'est insupportable. Alors, sous prétexte que ça va pas arriver, il faut pas le dire. Ok, moi je pense que la révolution communiste n'arrivera pas. Du coup, je vais arrêter de militer. Enfin, c'est quoi ce move de perdant? C'est n'importe quoi. Oui, moi, je suis pas sûr que une révolution prolétaire mondiale arrive de mon vivant. Pourtant, c'est ce que je souhaite. Moi, idéalement, j'aimerais la fin du capitalisme et le socialisme réel tel que décrit par Marx. Moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Mais sous prétexte qu'il y a c'est vraiment pas sûr que je puisse éventuellement le voir de mon vivant. Du coup, je devrais abandonner et basta. Et du coup, je devrais juste abandonner et vouloir rétablissement de l'ISF et puis emballer ses pesées. Après, j'arrête de m'intéresser à la politique. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette vision de la politique, quoi? Ça risque pas d'arriver. Donc du coup, je vais pas me battre pour. Ah bon? Bah, on arrête tout alors. À ce moment-là, on arrête tout. Et ça montre bien c'est quoi la vision du PS derrière, qui n'est pas une vision politique. Ce sont l'aile gauche de la gestion du capitalisme et de la République bourgeoise, en fait. Voilà. C'est rien de plus que ça. C'est rien de plus comme ça, que ça, le PS. Et là, Olivier Faure le reprouve, mais genre très très bien. Très très bien. Le nombre de phrases qui me choquent quand on analyse ce que ça signifie politiquement, dans cette interview, c'est une par paragraphe. Hein. C'est abusé. C'est abusé. Je pensais pas que ça allait être si désastreux à ce point-là. Je pensais que vraiment, ils allaient se cacher derrière son petit doigt en disant non, mais non, vous inquiétez pas. C'est un move risqué, effectivement, je comprends ce que nos partenaires de gauche nous reprochent, mais n'oubliez pas que on censurera en dernière instance si on nous la met à l'envers. Je pensais qu'il allait que dire ça en boucle pour tenter de sauver un petit peu la face, même pas. Il a décidé de puer la merde jusqu'au bout, quoi. J'avoue que je suis effaré. Hein. Je pensais pas que ça allait être désastreux à ce point, quoi. Bref. Oh là là. Je pense que Macron restera. Quel est l'intérêt de faire comme s'il y avait une forme de miracle à attendre? Le départ de Macron serait satisfaisant pendant la journée de son départ. Certains déboucheraient sans doute le champagne. Mais leur vie serait-elle plus belle le lendemain? Il n'y a rien qui le prouve. Mais arrête la politique, frérot. Il n'y a rien qui prouve que les lendemains seront meilleurs si Macron part. Oui? Il n'y a rien qui prouve que la vie des Français sera meilleure si le NFP a une majorité à l'Assemblée nationale. En tout cas, il y a un truc qui rien ne prouve que la vie serait plus belle pour les Français si le PS arrive au pouvoir. Ça, c'est clair et net. Il y a des trucs qui prouvent même le contraire. C'est François Hollande, typiquement. Et comment le PS a agi ces dernières années, quoi. Il y a rien qui le prouve. C'est le principe du futur. Non, mais ça veut dire quoi, ça? Rien qui ne prouve qu'on pourrait un jour avoir un monde meilleur. Bah oui. Donc on arrête de se battre pour un monde meilleur. Non, mais waouh. Je suis effaré par sa rhétorique. Vraiment, je pensais pas. Je ne pensais pas que ça serait à ce point-là. Je suis sur le cul. Hein. On est d'accord. C'est pas juste moi qui... C'est pas juste moi. Vous êtes d'accord avec moi, le chat? Vous pensiez pas que ça allait être aussi disaster class pareil? Je le pensais plus habile que ça. Je le pensais plus fin, plus politicien. Non? Ou c'est juste moi qui tombe désastreux? Ouais, on est d'accord. Hein. Bon, je vais pas faire de sondage, ça sert à rien. On est tous d'accord. Mais waouh! Waouh! Vraiment, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Hein. Non, t'inquiète, c'est Doomer, comme on n'en fait plus, j'ai pitié presque. Ouais, je sais pas. Hein. Le désastre. Ouais, moi aussi je suis habitué au PS. Mais il y a une différence entre habitué au PS et Olivier Faure m'avait habitué à être un plus fin politicien, en fait, juste. Là, quand tu lis entre... Il n'y a même pas besoin de lire entre les lignes, c'est une disaster class. J'ai jamais vu Olivier Faure être aussi désastreux, en réalité. Bon, bref, peu importe. Mais je suis quand même
effaré par le niveau, quoi. Par la bassesse du niveau d'Olivier Faure là-dessus, quoi. Bon, bref. Si j'en crois les sondages et la dynamique ailleurs dans le monde, le principal risque que l'on prend, c'est la victoire de l'extrême droite. Les échéances électorales arrivent. Je crains qu'à force de jouer avec les institutions, on finisse par les détruire. Donc laisser vivre la Macronie, c'est pas jouer avec les institutions. Dans ce qu'elles ont de positif. Je ne suis pas un partisan absolu de la Ve République. Mais de là à considérer qu'il faut à chaque fois ébranler la pyramide sur laquelle notre démocratie repose, ceux qui cherchent à avoir la peau du président de la République, qu'il s'appelle Édouard Philippe ou Jean-Luc Mélenchon, veulent revenir à une sorte d'hyper-président. Ça, à la limite, je peux entendre cette critique qui consiste à dire que Jean-Luc Mélenchon, il est dans un logiciel qui reste encore assez teinté d'hyper-présidentialisme et que même dans sa stratégie d'accession au pouvoir, etc., etc. Je peux l'entendre, mais alors, qui de plus mal placé pour tenir cette critique que Olivier Faure qui sauve le cul de Macron? Non mais à l'aide! À l'aide qu'un militant d'extrême gauche, qu'un militant du NPA l'anticapitaliste soit en mode, ou d'autres, qu'un militant d'extrême gauche soit en mode attention à l'homme présidentiel, attention aux institutions de la Ve République, attention à tout ça, soyons méfiants, y compris de la stratégie de LFI qui, même si elle est pragmatique et adaptée à ces institutions, est peut-être aussi pervertie par ces institutions. Attention à la figure de l'homme présidentiel en Ve République. Jean-Luc Mélenchon, il faut savoir être critique par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, exactement. J'entends quand c'est Besancenot qui dit ça. Absolument. Mais venant d'Olivier Faure dans la séquence là, mais va te faire foutre. LFI à côté de ça. Et moi, cette critique de l'hyper-personnalisation en politique, le fait que Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même un fan de Mitterrand à la base, etc., etc. Franchement, je l'entends et parfois je la partage. Mais à côté de ça, je soutiens LFI parce que c'est eux qui portent la gauche dans les institutions, en tout cas, dans ce pays depuis longtemps. Ceux qui suivent le live depuis longtemps, vous savez ce que je pense un peu de tout ça, quoi. Mais je veux dire, là, sortir ça maintenant, sachant que c'est Olivier Faure qui laisse vivre le président de la République et qui n'ose même pas, au final, censurer et mettre Macron dans le doute, c'est la pire personne au pire moment pour parler de ça, quoi. Je ne te permets pas. Voilà. Olivier Besancenot, il a le droit de sortir un bouquin sur l'hyper-présidentialisme. Il a même le droit de tacler un peu Jean-Luc Mélenchon au passage, tout en le soutenant dans une forme de soutien critique par ailleurs. Ok. Mais Olivier Faure est la dernière personne à avoir le droit de dire ça. C'est honteux, hein. Vraiment, c'est honteux. C'est honteux. Waouh. Quelle indignité. Waouh. Frérot. Et encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Si vraiment ton problème, c'est l'hyper-présidentialisme, si vraiment ton problème, c'est le manque de parlementarisme en France, c'est très bien, ok, mais à ce moment-là, appel à une assemblée constituante, appel à une Ve République maintenant, appel à une sortie de cette crise de régime par le haut avec la convocation d'une assemblée constituante. Si tu estimes que la destitution du président de la République ne règle pas réellement le problème, appel à l'assemblée constituante, sois honnête. Fais comme Clément Viktorovitch avait fait à l'issue des législatives de 2024. Lui, il avait eu tout son arc où il était en mode genre, il faut faire une assemblée constituante. C'était une solution, c'était un... Ok, pourquoi pas. Moi, c'était pas forcément ma solution à toute cette crise, etc. Mais c'était une solution qui était logique, qui était cohérente en tout cas, qui était même peut-être pertinente. Je veux dire, monsieur le démocrate Olivier Faure, à un moment donné, c'est soit t'appelles à une 6ème République, à une assemblée constituante pour sortir de cette crise par le haut, soit tu fermes ta gueule, mais c'est pas possible ça. C'est pas possible. Vraiment. Il est en train de m'énerver sincèrement. Hein. Bref. Allez, question suivante. Vous pensez que tout cela peut tenir encore 18 mois, jusqu'à la présidentielle de 2027, tout ce cirque? Vous ne faites pas le constat, comme d'autres, que tout est bloqué? Le fait majoritaire, la prise de décision, l'expression de la volonté populaire? Olivier Faure répond. Pour l'instant, beaucoup de choses sont bloquées. On verra ce qui se passe au Parlement. Mais j'aimerais que vous me fassiez la démonstration inverse. En quoi le fait d'organiser une élection présidentielle en 35 jours changerait quoi que ce soit au blocage? Le fait majoritaire. Sortir du macronisme. On verra. Ou au pire, ça fera qu'accentuer cette crise de régime qui peut-être, à la fin, au grand mot, les grands remèdes, on finira par en sortir, quoi. Soyons à la hauteur de l'histoire, 5 minutes, quoi. Putain, merde. Je sais pas, bah oui, si c'est la gauche qui gagne, il y aura un élan de gauche derrière, il y aurait une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, peut-être qu'une majorité absolue arriverait à se construire autour de cet élan présidentiel, le fait majoritaire serait de retour à l'Assemblée nationale, on peut l'imaginer. Quand tu vois que c'est Macron qui coince à tous les niveaux depuis 2022, le fait de se débarrasser de Macron en cas de présidentielle anticipée, ça serait à même de débloquer la situation. Oui.
Et donc d'ailleurs c'est parce que c'est à peu près ce que va dire Mediapart, j'imagine après, cela redonnerait peut-être un souffle de légitimité démocratique dont personne ne dispose suffisamment aujourd'hui. Exactement, le président nouvellement élu, s'il dissout l'Assemblée nationale, derrière, peut-être qu'il pourra avoir une majorité. C'est comme ça que ça se passe généralement dans ce pays, c'est comme ça que Macron a obtenu une majorité absolue en 2017. Il a été élu, il avait un parti qui n'avait aucun élu, parce que le parti était tout neuf. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, ok, on fait la République en marche. Il y a la moitié, les 3/4 de l'UMP, enfin des Républicains et du PS qui ont rejoint la Macronie, et avec cet élan présidentiel, avec cette légitimité présidentielle, il a réussi à avoir une majorité absolue de plus de 300 députés alors qu'il venait de créer son parti. C'est ça la légitimité du président nouvellement élu. Dans cette 5ème République, il est censé le savoir, Olivier Faure, ça. Il a quand même fait des études un peu là-dedans, il a fait Sciences Po et tout. Non. Il se dit non, je vais plutôt essayer de deal avec Macron pour aller sauvegarder mes sièges parce que j'ai peur de la dissolution, quoi. Vraiment, mais cette vision de la politique, c'est infect. C'est dépolitisant, quoi. Il ne fait pas de politique, cet homme-là, ce qui lui fait un point commun avec un Bruno Le Maire, par exemple, ou avec l'extrême, ce qu'on appelle souvent l'extrême centre, quoi. C'est des gens qui ne sont pas là pour faire de la politique. Et là, ça se voit. Ça se voit. Bref. Ce souffle peut être très, très provisoire, nous dit Olivier Faure. Oui, suffisamment provisoire, en tout cas, pour bricoler une majorité absolue à l'Assemblée, peut-être. Un président élu aujourd'hui avec la même assemblée aurait-il plus de capacité à avancer qu'Emmanuel Macron? Le président nouvellement élu, traditionnellement, dissout l'Assemblée nationale pour avoir une majorité absolue. Il le sait, ça, il sait comment ça marche. Oh, je n'en suis pas sûr. Oui, avec la même assemblée, un président de la République n'aurait pas, effectivement, la possibilité de gouverner comme maintenant. Mais justement, si on faisait une présidentielle anticipée, le président aurait la possibilité de dissoudre derrière et aurait la possibilité d'avoir une majorité absolue. Il le sait, ça, Olivier Faure. Il est au courant, Olivier Faure. Il le sait très bien, ça. S'il balaye cette option d'un revers de la main, c'est parce qu'il est en train de mentir, parce qu'il est en train de s'est tiré une balle dans le pied, le pauvre vieux. Oh, la présidentielle ne solde rien sur des désaccords qui existent et de la tripartition de la vie politique. Personne ne sait quand cette histoire va s'arrêter. La meilleure façon de vivre avec la tripartition, c'est d'avoir un parlement adulte où chacun accepte de perdre certains votes et d'en gagner d'autres. Et nique ta mère, moi c'est bon, j'en ai marre. J'ai même plus envie de commenter, c'est insupportable. C'est insupportable. Merci Coco frère, merci pour ton prime. Merci beaucoup. Enfin là vraiment quand il dit ça c'est n'importe quoi. Quand tu connais un tout petit peu la 5ème République, et moi j'ai pas fait Sciences Po et l'ENA, moi j'ai pas une licence en droit constitutionnel, hein. Moi je ne suis qu'un simple commentateur politique amateur, et rien que moi j'ai assez de connaissances sur comment fonctionne la 5ème République pour savoir que c'est de la douille ça, c'est de la douille et il le sait très bien, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous inscrivez-vous tous, excusez-moi je vous renifle dans les oreilles, c'est un peu infect. Pardon. Alors, mais ça reste moins infect que ces réponses d'Olivier Faure malgré tout. Alors, avant-dernière question de Mediapart. Vous inscrivez-vous toujours dans une logique d'union de la gauche? Ah, intéressant. Votre choix, la non-censure, à rebours de vos partenaires, et on parle pas que de LFI, surtout LFI, mais pas que, ne tue-t-il pas dans l'œuf le processus de la primaire que vous tentiez d'installer? Réponse d'Olivier Faure. Non. Non. Si certains considèrent que ça la tue, ils le tueront. Mais moi, je ne cherche pas à tuer ce processus. Je ne veux pas simplement parler à des appareils, mais aussi à des citoyens. Faire appel à notre intelligence collective pour trouver la meilleure voie de passage. Donc trahir l'engagement de tes électeurs, pour toi, ça va. C'est ça qui t'intéresse, c'est les Français, c'est qui? C'est les citoyens, pas les appareils. Mais les citoyens qui ont voté pour toi autour du programme du NFP. Alors certes, le NFP n'aurait pas pu appliquer tout son programme et rien que ce programme, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Mais quand même, je pense que les électeurs NFP et les électeurs d'Olivier Faure, ils auraient au moins voulu à minima, que Macron nomme Lucie Castet. Et à partir de là, on aurait vu comment ça se passe. À partir du moment où Macron a décidé de ne pas le faire, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Attends, là, je suis obligé de mettre le filtre, mais attendez. Info Libération et info dans la sauce TV, un flash info spécial, ça vient de tomber à 12h44 aujourd'hui. Nicolas Sarkozy reçu à l'Elysée avant son incarcération. L'ancien chef de l'État qui doit être emprisonné demain, mardi 21 octobre à Paris, a été reçu vendredi par le président de la République Emmanuel Macron. République de mafieux, hein. Waouh. C'est pas le Gorafi, hein, c'est une Libé. On a aussi Darmanin, ministre de la Justice, qui prend la défense directement de Nicolas Sarkozy, le ministre de la Justice en exercice. Sortez les fourches. Hein. Wow. On en parlera demain. On parlera demain de tout ça. Demain, on se fait un sujet spécial Sarkozy. On en parlera peut-être avec Luma. Jeudi, stream de Luma avec Anthony Cortès, mon binôme. Mais là, c'est waouh.
Waouh. Non mais franchement, on est chez les fous là ou quoi? On est chez les fous là ou quoi? Ils ont pris de la drogue, la présidence ou quoi? Waouh. C'est vraiment, c'est de la folie pure. Hein. C'est de la folie pure. On reparlera de tout ça demain. Mais là, j'ai juste vu la notif, je me suis dit, wesh, allô, pardon, excusez-moi. C'est compliqué, hein. C'est très très compliqué. Bon, on en reparle demain. Demain, 9h30, je lance mon live à 9h30, on en reparlera évidemment. Bref. Oui, donc Olivier Faure, il est en mode genre, non, t'inquiète, l'union de la gauche, de toute façon, c'est les citoyens qui décident de l'union de la gauche. Oui, bah, tes électeurs, tu les as suffisamment trahis là dernièrement, je sais pas comment ça va se passer, mais moi j'ai l'impression que le PS a franchi un point de non-retour. Bref, allez, dernière question de la part de Mediapart. Donc, c'était une interview menée par Mathieu Dejean, Pauline Gros et Ilyes Ramdani. Vous voyez toujours l'union comme un chemin possible, y compris aux prochaines échéances électorales, monsieur Faure. J'ai toujours été très unitaire, et je le reste. Les électeurs de gauche ne sont pas irréconciliables. Ouais, mais les électeurs de gauche commencent à en avoir plein de cul et manigances, par contre. Mais il faut les fédérer autour d'un projet qui les mène à gagner, pas seulement à témoigner. Il y avait un projet, c'était le projet du NFP. T'as gardé quoi du projet du NFP? Une suspension temporaire pour la génération née en 1964 de la réforme des retraites en attendant la présidentielle. C'est le seul truc que t'as gardé de ton programme. Alors il y a quand même tout un spectre entre tout le programme, rien que le programme, et je me rallie à la Macronie pour un plat de lentilles, quoi. C'est catastrophique. La disaster class d'Olivier Faure. Au moins la miniature là pour la vidéo YouTube, ça va être très simple. Hein. Ça sera la disaster class d'Olivier Faure chez Mediapart. Aïe. Je sais qu'il y a la tentation d'une gauche de résistance, des gens qui se recroquevillent un peu sur cette idée-là. Moi, ça ne m'intéresse pas. La vocation de la gauche, c'est de gouverner. Oui, bah, par exemple, en tenant la ligne, en étant solide, en ne rompant pas cette union autour d'une ligne de rupture pour rien, juste pour tenter de tirer son épingle du jeu, pour peut-être, lors de prochaines échéances électorales, faire progresser le NFP, faire progresser la gauche et finir par arracher une majorité absolue. Ça pourrait être ça la strate du PS. Unioniste, ok, on n'aime pas trop LFI, mais l'union de la gauche est nécessaire, et voilà quoi. Non. La logique du PS et la logique d'Olivier Faure, qui jusque-là, c'est même pas ce qu'il disait, c'est au final de trahir tous les idéaux et de trahir le mandat que lui a imposé ses électeurs pour tenter, peut-être, mais c'est même pas sûr, d'arracher des maigres victoires. C'est honteux. Ah non, vraiment. Je pensais pas que ça allait être à ce point. Il y a rien de très nouveau. Dans les analyses qu'on a pu faire de la situation. On a beaucoup parlé du PS dernièrement. Mais là, de voir directement Olivier Faure répondre à des questions qui étaient des bonnes questions. Là, on voit que Mediapart, c'était des questions un petit peu plus pertinentes quand même que beaucoup d'interviews télé et compagnie. Donc, je vous remets le lien de l'article pour ceux que ça intéresse. On voit que c'était quand même beaucoup mieux. C'était pas du tout complaisant. Pour le coup, je trouve qu'ils ont posé les bonnes questions, quoi. Voilà. Mediapart ne fait pas la campagne du PS sur cette interview. Je pense que c'est une mauvaise foi que de le dire. Bon. La disaster class. Hein. La disaster class, tout simplement. En tout cas, si vous regardez la vidéo sur YouTube, la VOD sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un petit like, c'est important si vous avez trouvé ça intéressant. Et si vous détestez le PS et Olivier Faure, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux.